Salut les amis, aujourd'hui on va parler de, encore une fois, un livre qu'on m'a conseillé, entre guillemets, enfin qu'on m'a même donné en me disant « tu me diras ce que t'en penses ». Donc je suis ici pour dire ce que j'en pense. Donc ce livre étant « Faux frères, vrai secret » de Olivier Gay. Alors vous allez me dire, ce titre a l'air super cliché. Le titre me faisait vraiment pas envie. Mais je l'ai lu, parce que voilà, on me donne un livre, je le lis. Et en fait, je l'ai vraiment bien aimé. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi. Donc le résumé le commentaire général, c'est ça, c'est un livre qu'on m'a conseillé. Toujours Venin, le même mec qui m'a conseillé La Cave. Donc La Cave, je vous avais dit, j'avais trouvé ça moyen. Du coup, ce livre, vu que son titre était moyen, le titre me faisait pas envie et que j'avais pas trop aimé La Cave, je m'attendais vraiment à rien. Et du coup, j'ai été plutôt agréablement surprise. Alors, le résumé, comment vous résumez ça ? On est avec une fille. Donc elle s'appelle Léa, elle a 16 ans, c'est ce qu'elle nous dit dans les premières lignes, dans la toute première ligne du premier chapitre. Et déjà, juste les premières lignes vous donnent une bonne idée d'ailleurs de ce que va être ce livre. Parce que justement, elle dit « Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans, j'ai les yeux marrons, les cheveux châtains, avec une natte sur l'épaule, un peu comme Katniss et Everdeen, mais enfin Everdeen, je crois qu'on dit Everdeen, en moins badass si j'arrive à le dire. Et en fait, tout ce livre, ça va être ça. C'est vraiment une chier, une avalanche de références à la pop culture. Mais il y en a vraiment tout le temps. Et à un moment, au début, je me suis demandé si c'était du fanservice. Et à un moment, je me suis dit non. Et là, justement, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, j'aime bien. Parce que j'avais peur qu'il y en ait trop. J'avais peur que ce soit vraiment un moyen de nous accrocher artificiellement. Mais non. Et donc, c'est un roman... le fait qu'on suive une héroïne de 16 ans qui va au lycée et tout ça... D'ailleurs, c'est un auteur français, comme celui de La Cave. Donc j'ai demandé à Venin si c'était fait exprès, il m'a dit non. Mais du coup, on va se retrouver en France, à Paris, et c'est rigolo quand on y habite et qu'on connaît. Donc ouais, on est avec une fille de 16 ans qui va au lycée, qui a des problématiques de fille de lycée. Et là, la problématique, je vous fais le résumé en même temps que je vous parle du style et tout, c'est le bordel. Vous me connaissez, je suis bordélique. Dans ma chambre, comme dans mes explications. Ce qui se passe, c'est que on va dire à cette fille, Léa, son père va lui dire j'ai des amis qui vivent en Australie qui sont morts dans un accident de voiture. Leur fils se retrouve orphelin et comme il n'a pas de famille proche, on va l'adopter, donc ça va devenir ton frère et tu vas devoir l'aider à l'école parce que il faut que tu l'aides à faire de nouveaux amis, à apprendre comment s'adapter en France, etc. vu qu'il vient d'Australie. Donc voilà, occupe-t'en bien, salut. Et sachant que son père était très distant avec elle, qu'elle le voyait quasiment jamais, etc., elle a l'impression que ça sort de nulle part, qu'on lui impose totalement ça, et elle est complètement prise au dépourvu. Apparemment, sa mère aussi, elle entend sa mère qui s'engueule avec son père le soir, donc elle écoute pas les propos, mais elle se dit que la mère aussi a dû trouver qu'on lui imposait un peu ça. Et en fait, ce frère, il va s'avérer relativement bizarre. Enfin, frère entre guillemets, vu que c'est pas un frère de sang, mais ce nouveau frère qui débarque dans sa vie, il va s'avérer relativement bizarre. En fait, par exemple, en classe, il répond à toutes les questions des profs de manière extrêmement précise et détaillée. Il a bon à tout, il a l'air de tout savoir. Et il répond en permanence à un point où même les profs finissent par être gênés et par lui dire « mais laisse tes camarades répondre, etc. » Donc évidemment, il y a tous les caïds de l'école qui vont avoir envie de lui péter la gueule parce qu'ils vont se dire « c'est quoi ce faillot de merde ?» Et dès la première récré, ils vont être emmerdés par une bande de voyous, on va dire, qui les menacent, etc. Et évidemment, le fameux frère qui s'appelle Mike, les mecs vont lui dire « ouais, pourquoi tu réponds tout le temps en classe ?» Il va répondre mais il faut répondre en classe, on m'a dit que c'était important de s'intégrer et d'obéir au professeur, etc. » Et en fait, il est tout le temps comme ça. On lui demande quelque chose et il répond toujours avec des espèces de morale un peu clichés, de trucs de sentences un peu généralistes. Et il est toujours comme ça, avec un petit sourire, en mode je comprends pas où est le problème, moi je fais ce qu'on me dit, c'est tout. Et du coup, dès la première journée d'école, il s'est pris un coup de poing dans la gueule, justement, par une des racailles du lycée. Et le lendemain, il y a carrément les mecs qui vont arriver pour essayer de lui casser la gueule et tout. Et à ce moment-là, le frère va se mettre à faire des esquives complètement surhumaines, hyper rapides, quand le mec va essayer de le frapper. Et l'héroïne se dit, mais qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me retrouve dans un des romans pour adolescentes que j'ai déjà lu, genre Twilight et compagnie ? Est-ce que c'est un vampire, un loup-garou ? Elle dit, mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible, machin. Donc voilà, la question c'est, qu'est-ce qu'il est ?
Moi, au début, honnêtement, avec les réponses qu'il faisait, je me demandais si c'était un autiste Asperger comme moi. Mais après, nous, on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas rapide, etc. Donc là, je commençais à me dire, est-ce que c'est un vampire Asperger ? Non, je ne sais pas. Et donc, la question de la première moitié du bouquin, c'est ça. Et la deuxième moitié du bouquin, c'est d'essayer de résoudre, on va dire, la problématique créée justement par ce qu'il est. Et parce que du coup, il y a des gens qui vont leur en vouloir. Enfin, lui en vouloir à lui en particulier. Et du coup, à leur famille dans leur ensemble. Donc, voilà. Comme je vous dis, c'est vraiment un roman pour ados dans le sens où ça se passe dans un lycée et c'est des problématiques d'ados. C'est écrit vraiment du point de vue d'une ado qui a plein de références, comme je vous dis, à la pop culture, etc. Et qui écrit, enfin, c'est vraiment écrit d'une manière très simple, mais en même temps très vivante, avec beaucoup d'humour, etc. Donc, ça se voit que c'est un roman pour ados, mais j'ai kiffé parce que c'est un roman pour ados qui ne prend pas les ados pour des cons. Par contre, c'était très court. C'était peut-être un peu ça qui était dommage. Donc l'histoire, voilà ce que je vous dis. En gros, la première problématique, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il est, le fameux Mike. Et après, la deuxième moitié de l'histoire, ça va être de l'action. De l'action, des mecs qui essayent de le choper, Léa, etc., qui essayent soit de le protéger ou soit de survivre, tout simplement. Mais globalement, ça va être des scènes d'action, des poursuites, des recherches, des coups de feu, des machins. Bon, ça va être du bordel et du bordel. Et c'était bien. C'était bien décrit, c'était bien foutu. Il y a un ou deux trucs qui m'ont dérangé, mais j'y reviendrai. Mais globalement, c'était bien fait. Il y avait du suspense, il y avait de l'humour, c'était vivant. Donc ouais, c'était un truc pour adolescents, mais c'était un truc pour adolescents vraiment bien foutu. Le concept, c'est ça, c'est un... Regardez... En fait, le concept, je vais être un peu plus méta. C'est, comme je vous disais, ça parle énormément de pop culture. Donc on va vous citer Katniss Everdeen, on va vous parler de Tris de Divergente, de Star Wars, de plein de trucs que normalement vous connaissez aussi si vous lisez beaucoup et que vous vous renseignez sur les adaptations en film qui marchent et qui font un minimum le buzz, etc. Et du coup, en fait, vous avez tous ces clichés-là à l'esprit et ça vous donne des attentes, pas dans le sens que vous voulez, mais dans le sens que vous vous attendez à lire pour la suite de cette histoire-là. Vous vous attendez à trouver quelque chose de similaire et quelque chose justement de relativement cliché, et d'attendu quoi justement. Et en fait, on va en jouer de vos attentes. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que pour moi ce roman il est au-dessus de beaucoup de romans pour adolescents et justement qu'il est intelligent. Parce que on va vraiment prendre ce que vous avez l'habitude de voir pour vous en servir contre vous, entre guillemets, pour vous surprendre à partir de ce que vous croirez avoir deviné. Je sais pas si je suis claire, mais j'espère que oui. Justement, par exemple, vous vous dites que un bel adolescent super intelligent, etc., qui arrive dans le lycée, qui est parfait, qui a des réflexes surhumains, etc., le premier réflexe que vous avez, non pas dans la vraie vie, mais dans un roman, c'est de vous dire c'est un vampire. Mais justement, si c'était dans la vraie vie, qu'est-ce qui pourrait être réellement crédible et possible ? Et c'est ça que va se demander ce roman, et c'est ça qui va se passer dans plusieurs autres situations du roman, en fait. Vous allez vous dire, dans les livres, c'est ça qui se passe d'habitude. Et donc vous allez vous attendre à ce que ça arrive. Le livre va vous faire croire que ce sera le cas, et finalement, par une petite pirouette, il va se passer quelque chose de plus réaliste, et de plus crédible que ce que vous vous attendiez. Et ça, c'est beau. Le concept, à première vue, c'est juste un énième ado à super pouvoir qui débarque dans une ville, etc. Mais c'est fait d'une manière plus intelligente que d'habitude et plus subtile. Même si c'est pas au premier abord. Comme je vous dis, l'écriture elle est simpliste. Elle est très accrocheuse. Mais justement, donc il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de longues phrases, il n'y a pas de poésie et tout ça. C'est très terre à terre et c'est très simple. Mais c'est les procédés, je sais pas si je peux dire littéraire, parce que c'est pas dans l'écriture, c'est dans l'intrigue. On vous met des pistes, mais des pistes justement que vous... Comme si, justement, on sait que vous lisez beaucoup. On sait que vous lisez beaucoup de littérature pour adolescents, et on va se servir de ça contre vous. Et ça, c'est bien. Vous allez me dire, dis donc, depuis quand t'aimes la manipulation, etc. En fait, je l'aime quand c'est pour notre bien et pour nous inciter à être plus réalistes, et quand c'est pas fait avec condescendance, etc. Là, c'est vraiment... Disons qu'une personne pourrait le faire envers elle-même, ça marcherait aussi bien en fait. C'est ça, je crois. Je crois que je supporte pas quand on inflige aux autres ce qu'on s'infligerait pas à soi-même. Et là, je pense totalement que... Je pense que le mec qui parle de toutes ces références, il les a lues et il les a kiffées. Et s'il essaye de faire quelque chose de plus réaliste, c'est justement parce que c'est sa manière de penser. En gros, il s'est dit c'était bien,
mais ça manquait peut-être un petit peu de réalisme sur tel ou tel point, et lui il a eu envie de faire une histoire qui ressemblait, mais avec des petits points de réalisme en plus, et c'est tout à fait louable comme initiative. On a chacun nos trucs à rajouter dans les univers qu'on aime, et du moment qu'on le fait justement par amour, entre guillemets, de la littérature, de l'histoire, de l'écriture, de tout ça, bah ça sera forcément positif. À mon avis, hein. C'est très bisounours ce que je dis pour une fois, mais en tout cas pour moi c'est agréable. Donc le déroulement de l'intrigue, au début on est avec une fille banale dans un quotidien banal, et son quotidien va être totalement bouleversé, donc ça c'est totalement le cliché de tous les trucs pour adolescents dans lesquels il y a des vampires et des loups-garous, hein, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, Léa insiste énormément sur le fait que jusqu'à maintenant, elle avait tout bien fait pour être une fille sans histoire que personne ne remarquait, et que Mike lui gâche tout. D'ailleurs, elle est très égoïste sur ce point, et elle-même s'en rend compte, où elle se dit tu m'as gâché la vie. Enfin, vraiment, elle pense à elle en disant, elle se dit, de temps en temps, elle se culpabilise en se disant merde, ses parents sont morts et moi je me plains, mais elle arrive pas trop à rester là-dessus. Elle est vraiment sur le fait merde, j'avais mon quotidien, j'étais bien, et maintenant je vais avoir toutes les racailles sur le dos et tout à cause de ce mec qui sort de nulle part et qui est hyper bizarre. Donc voilà, c'est une fille qui est loin d'être parfaite, mais qui est juste banale, et on peut la comprendre, même si non, elle est attachante et on peut la comprendre, même si de temps en temps on a envie de lui dire oh allez, pense un peu aux autres, mais bon. Enfin, on comprend très bien que son quotidien est bouleversé, puis moi qui est attachée au quotidien, je comprends qu'elle soit pas contente, même si elle peut avoir des réactions un peu clichés d'adolescente qui piquent des crises et tout ça. Mais bon, au début, donc on est avec une adolescente qui est dans son quotidien, et après, comme je vous disais, à partir du moment où il y a des mecs qui vont, une bande de gens qui vont arriver pour attraper le mec qui est pas normal, ça va partir vraiment en truc d'action avec leur mère, enfin la mère de la fille qui va se faire enlever, le père à qui on va demander une rançon, etc. Donc ça va partir en espèce de film d'action un peu de base. Mais c'est assez bien fait parce que la fille, encore une fois, c'est pas du tout une héroïne, elle sait rien faire de spécial, elle va se péter la gueule, elle va pas savoir comment réagir, elle va crier. Elle a envie d'y aller, elle peut pas supporter de pas intervenir, etc. Donc elle y va. Mais là-bas, elle sert un peu à rien. Et donc voilà, il y a ce mélange d'héroïsme et de réalisme tout le temps. Qui est assez sympa. C'est très agréable à suivre, comme je vous disais, il y a toujours un côté drôle, et en même temps, il y a beaucoup de suspense. La fin, j'y reviendrai. Pour le coup, il y a vraiment... le spoil gâcherait une partie du plaisir, donc je veux vraiment pas vous spoiler. Je pense que vous avez remarqué que j'avais fait des efforts pour pas spoiler cette fois, parce que comme je pense que c'est pas mal, je me dis que vous pouvez peut-être le lire. Les personnages, c'est vraiment pas trop mal. L'héroïne, c'est vraiment une fille de base, donc c'est pas une héroïne de base justement, parce que les héroïnes de base ont tendance à être des filles un peu parfaites, qui sont justement altruistes, etc. Enfin, globalement, les héros dans les livres, surtout dans les livres pour adolescents, ont souvent tendance à être beaucoup dans l'abnégation, alors que c'est pas ce que font la moyenne des adolescents. Elle, non, elle est vraiment... Et d'ailleurs, c'est vraiment le cliché de l'adolescente... Je sais pas si je peux dire geekette parce qu'elle est pas dans les jeux vidéo et tout ça, mais elle est vraiment dans les livres. Donc l'adolescente, justement, comme... Si on lit ce genre de livre, c'est peut-être qu'on est comme ça. Donc c'est pas trop mal visé, entre guillemets, de prendre ce genre de héros. Une adolescente dans son monde qui fait que lire et qui est plus dans les romans que dans la vraie vie, et du coup qui est pas mal perchée, et qui est discrète, et qui a des amis qui ont l'air aussi un peu geeks, quoi, et plutôt sages, finalement, plutôt pas bons élèves, mais ouais, des invisibles, finalement, quoi. Et le Mike, c'est un mec très très bizarre, mais qui peut être intéressant à suivre. On se demande constamment au début qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est son secret, etc. Donc ouais, il est mystérieux à sa façon. Le père aussi, on se demande qu'est-ce qu'il fout. On se dit bien qu'il nous ment, etc. Et on a envie d'en savoir plus. Et il est pas trop mal comme personnage, avec son côté partagé entre justement son monde, tout ce qu'il dit pas à sa famille et son côté secret, etc. Et en même temps le fait qu'il aime quand même sa fille et qu'il a envie de la protéger, mais que du coup il lui dit rien. Et toujours pareil, du coup elle, ça la blesse parce qu'elle a l'impression de jamais avoir de pas avoir de relation vraiment avec son père, alors qu'elle se demande s'il l'aime vraiment ou pas. C'est toujours le genre de question qu'on peut se poser dans ces cas-là. La mère, elle a moins d'importance. Du coup, il y a ces trois persos-là. Après, il y a les deux amis donc, de l'héroïne qui sont pas si originales que ça et qu'on voit pas tant que ça. Mais bon, ils sont pas dégueulasses non plus. Et sinon, il y a le fameux caïd de l'école qui s'appelle Maxime, qui est la racaille qui va tabasser Mike et menacer Léa, qui peut passer juste pour le mec cliché con, mais en fait justement après on verra qu'il peut être plus profond et plus intéressant que ça. Et c'était agréable aussi. Donc je dirais que les persos, rien de transcendant, mais c'était quand même plutôt pas mal, plutôt au-dessus de la moyenne.
L'apparence, bah là je vous ai dit qu'il y avait donc une description pour la fille, bah il y a une description aussi pour Mike parce qu'on nous dit quand même pas mal qu'il est beau gosse et tout. Après moi je suis pas trop restée sur les apparences dans ce livre-là en tout cas. J'avais déjà oublié le nom de la fille donc j'allais pas me rappeler de son apparence physique. Ça prend clairement pas autant de place et c'est pas aussi bien décrit que dans The Witcher. Il y a rien à faire, ça n'a rien à voir, mais en tout cas ils sont décrits vite fait. Donc rien de choquant, mais rien de génial non plus. Je sais même pas quel mot je voulais dire en commençant par sur, quoi. Surnuméraire, surnaturel, bon, non, ça allait pas. Mais voilà, les personnalités, sans être originales, elles sont bien faites et elles sont pas clichés ou manichéennes, c'est ça qui est bien. C'est que les persos ont quand même plusieurs aspects et en fait, ce qu'on peut prendre d'un côté comme de l'autre pour un côté trop gentil ou trop méchant, en fait, on voit qu'il y a des raisons et que c'est plus complexe que ce qu'on croyait et donc finalement c'est pas cucu sur ce plan-là et ça c'est un point positif. L'évolution, bah oui, l'héroïne va quand même pas mal évoluer parce qu'au début elle est vraiment en mode je veux qu'on me laisse tranquille dans mon quotidien et après elle va bien être obligée de se remettre en question avec tout ce qui va lui arriver sur la gueule et ça va vraiment lui donner justement un but dans la vie, etc. Donc ouais, elle va évoluer. Potentiellement le Maxime aussi. Ouais, je pense que de l'évolution il y en a. Après c'est pas le truc principal... C'est pas le truc principal du roman, je pense, quand même. L'univers, les lieux et créatures, donc, c'est notre monde. Vous allez me dire, oui, mais avec des créatures surnaturelles, je vous dis pas. Je peux pas vous dire, mais bon, globalement, c'est notre monde, c'est Paris. D'ailleurs, les grosses scènes d'action, le moment où il va y avoir les mecs qui recherchent Mike et où ça va tirer partout et tout, ça se passe à Vitry-sur-Seine, représente, dans un vieil entrepôt. Je sais pas si c'est pour ça que Venin me l'a passé. En mode, ouais, tu vas voir ce qui se passe à Vitry. Mais ça va contribuer à ce que les gens pensent qu'à Vitry, ça se tire dessus toutes les 10 secondes. Il y a quelques jours, j'ai été amenée chez le médecin par une mémé des auxiliaires des aveugles et je lui dis qu'avant j'étais à Vitry-sur-Seine. Elle me fait, ah oui, c'est pas pareil que Maison-Alfort, c'est oulala. Et je lui dis, bah non, mais j'y ai vécu 10 ans et il m'est jamais rien arrivé. Hein. Je sais pas si vous imaginez qu'à Vitry-sur-Seine, ça se tire dessus toutes les 10 secondes, mais c'est pas du tout le cas. Hein. C'est une vie tout à fait normale. Faut pas croire ce qu'on vous raconte à la télé. Donc, parenthèse mise à part, voilà, il n'y a pas de vieil entrepôt dégueulasse avec des gangs de rue qui se tirent dessus dans tous les coins à Vitry-sur-Seine, c'est pas vrai. Tout ça pour vous dire que l'univers, les lieux et créatures, c'était Vitry-sur-Seine. Ouh. Logique et cohésion, c'était logique. À part une chose que je dirais à la fin dans le spoil, car malheureusement je ne peux pas en parler sans. Mais il y a une chose qui m'a gênée. Mais globalement, c'était logique. Mais en vous disant ça, malheureusement, je vous spoil déjà un petit peu, parce que du coup, vous allez vous dire comment ça pourrait être logique, une histoire de vampire, de loup-garou et machin. Et peut-être que juste de vous dire ça, ça va faire que vous vivrez pas la même expérience que moi, parce que justement, vous allez pas forcément vous attendre justement à tous les clichés, vu que je vous aurais dit qu'il fallait pas vous y attendre. Et du coup, vous allez peut-être moins kiffer. Parce que vous allez vous dire, ouais, effectivement, il est pas tombé dans les clichés, mais bon, c'est pas si foufou que ça non plus. Mais si vous vous étiez attendu à ce que ça soit un truc cliché et que, voilà, si on vous donne par exemple, je sais pas, on vous donne une boîte en carton, sans rien vous dire, vous allez vous dire, c'est peut-être un déchet acheté. Si vous l'ouvrez et que dedans vous trouvez un diamant, vous allez être vachement heureux. Alors que si on vous donne une boîte en or massif et qu'on vous dit tiens je vais te donner la plus belle chose que t'auras jamais vue dans ta vie, si vous ouvrez et que vous voyez un diamant, vous allez vous dire attends c'est super banal, un diamant c'est pas du tout la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie. donc voilà, c'est toujours un peu le problème de dire du bien d'un livre, c'est qu'on risque de faire qu'après les gens en lisant seront déçus. Je suis tout à fait désolée si ça fait cet effet. En tout cas, oui, c'était logique. Mystère et découverte, on est vraiment sur un seul mystère. Le mystère, c'est qu'est-ce qu'est Mike. Et après, le mystère, c'est qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la famille va arriver à s'en sortir. Du coup, je peux pas dire qu'il y en a énormément, même si l'intrigue repose au moins la moitié du bouquin dessus. Je dirais qu'il y en avait suffisamment, en tout cas. Après, je pense pas qu'on puisse dire non plus que c'est le point fort du bouquin et que c'est un des meilleurs bouquins dans ce domaine, ni rien. Non, c'est juste acceptable... Voilà, c'est juste ça remplit son quota, mais c'est tout. L'écriture, comme je vous ai dit, très simple mais très agréable, avec de l'humour, un côté frais, beaucoup de références. Vous allez vraiment avoir l'impression d'une personne, un espèce d'ami qui vous écrit et qui blague avec vous, qui vous raconte ses journées, etc. Donc c'est pas de la grande littérature, mais c'est agréable. Et si vous avez vraiment envie de lire ça pour vous détendre comme ça... En plus, comme je vous ai dit, c'est très court, donc juste pendant 1 heure ou 2... en guise de pause,
bah ça fait le taf. Poésie et contemplation, on n'a pas. Et suspense et action, ça va. C'est pas ouf non plus, mais vous allez pas vous ennuyer, ça je peux vous le dire. Les dialogues, bah ça va quand même. Les adultes paraissent quand même relativement adultes et les ados paraissent quand même bien ados. J'ai pas remarqué que les racailles parlaient vraiment différemment des bons élèves. Peut-être qu'on aurait pu mieux faire à ce niveau. C'était pas aussi... oui, je crois que je vous avais dit que dans la cave, il y avait des trucs vraiment bizarres, genre les ados qui employaient des expressions genre tes arbis. Là, il y avait pas de trucs comme ça. De trucs incongrus où vous vous dites non mais... Là, c'est un ado d'aujourd'hui vu par une personne qui est âgée et qui ne connaît pas les ados. Là, il n'y a pas ça. Et vu justement les références qu'il y a et comment elles ont l'air sincères. D'ailleurs, la référence qui m'a impressionnée, là, je me suis dit, ah non, mais là, c'est pas possible, c'est pas inventé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait semblant juste pour vendre, en fait, c'est vrai. C'était une référence au bilan, où Léa rentre chez elle à la fin de sa journée, justement, où elle s'est fait poursuivre par des racailles et tout ça, et où elle essaye de raconter ça à ses parents, et en fait, ses parents s'en foutent un peu. Enfin, c'est surtout son père, elle lui raconte ça, et en fait, il lui fait oui, d'accord, bah écoute, je vais parler avec Mike, allez, monte dans ta chambre, va faire tes devoirs, et elle se sent complètement incomprise, et donc elle monte, et elle a envie de chialer, et elle dit bon, je suis montée, j'ai fait le bilan calmement, en me remémorant chaque instant, et franchement, j'ai rigolé, parce que dans le contexte, bah calmement. Être calme dans ce contexte-là, vous voyez que c'était pas facile, et donc citer Negmaron dans un moment comme ça où à la fois c'était complètement dans le contexte et où en même temps c'était ironique, et ben c'était beau, c'était bien fait, et c'est pas quelque chose que tu peux faire en fanservice, ça. C'est quelque chose que tu peux faire que de manière naturelle, si toi-même la chanson tu l'as dans la tête et que ça te vient à l'esprit naturellement dans un moment d'émotion, entre guillemets. Donc là je me suis dit ouais, en fait ce mec je le connais pas, mais c'est probablement un mec suffisamment jeune, plus ou moins, parce que est-ce que je suis jeune ? Bah peut-être plus, je sais pas. En tout cas c'est un mec qui doit pas avoir un âge si éloigné du mien, et potentiellement du vôtre, si vous êtes de ma génération, parce que voilà, le bilan, bon ça date quand même d'il y a plus de 10 ans maintenant, ouais ça date même d'il y a 15 ans, on est tellement vieux. Mais bon... Donc, pour citer le bilan naturellement, il faut être un peu de notre génération, et probablement qu'il a été ado à l'époque justement du bilan, mais c'est tout à fait possible en fait. Et donc c'est naturel, et d'un coup je me sens beaucoup plus familière, et je me rends compte justement que le mec fait pas semblant. Il s'est vraiment mis dans un rôle d'ado, et il le fait de manière complice, et pas du tout de manière... avec de la distance ou du mépris ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment cool. Donc crédibilité et réalisme... pas vraiment de problème. Et l'originalité, le côté marquant, bah le perso le plus marquant, c'est ce fameux Mike, je pense. Et du coup, il a vraiment des raisons de parler comme il parle. Hein. Mais c'est vrai que du coup, sa manière de parler est bien caractéristique. Et bah, c'est difficile justement pour moi de vous citer des exemples. J'espère que celui que j'ai cité vous parle suffisamment et que j'ai bien fait. Mais en tout cas, dans le livre, c'est vraiment bien fait. À chaque fois qu'il va parler, vous allez vous rendre compte que c'est pas naturel et que c'est pas normal. Mais comme Léa, vous allez avoir du mal à expliquer en quoi ça ne l'est pas. Parce quand son père va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'a paru bizarre ?» Elle va lui dire « Mais tout !» Et elle n'est pas capable de vraiment citer d'exemples ou de détailler qu'est-ce qui clochait. Et c'est ça qui est bien. Parce que bah, c'est réaliste et c'est intéressant. Justement d'essayer de mettre des mots là-dessus, sur pourquoi quand quelqu'un parle ça paraît naturel et pourquoi quand quelqu'un parle ça paraît pas naturel. Donc voilà, c'est intéressant. Donc en note globale, bah, j'ai mis 7. Et en fait, pendant que je lisais le livre, je me disais, je vais probablement mettre 6 parce que je passe un bon moment, je m'enjaille bien pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui. J'ai vraiment envie de savoir la suite, je suis prise dedans, je vais pas faire pause et je trouve ça cool, mais je me dis que c'est un livre banal que j'aurais oublié dans 2 jours. Et en fait, bah, comme je vous ai dit, vers la fin, j'ai eu très peur qu'il y ait un gros écueil, un gros truc cliché qui allait arriver, et j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, et bah voilà. Et je me disais, franchement, si c'est ça, bah je vais descendre à 5, parce que c'est pas réaliste, ça me sort du truc, et ça me gâche l'histoire, en fait. Et non, l'histoire est... Enfin, l'auteur a fait une petite pirouette pour nous dire « Oui, vous aviez cru que c'était ça ?» Et ben c'était pas ça. Et du coup, je me suis dit « Bah là, je peux que mettre 7 en fait. Je peux pas rester à 6, parce que voilà, j'allais te baisser en croyant un truc faux sur toi, et bah voilà, c'est comme si j'avais eu des soupçons sur quelqu'un, que c'était genre un voleur ou quoi que ce soit chez moi qui m'avait pris quelque chose, et que finalement, c'est lui qui m'aide à coincer la personne, on va dire, qui m'a volé quelque chose. Enfin, c'est un peu ça ce que j'ai ressenti, une espèce de grosse reconnaissance d'un coup en me disant « Ah ouais, t'as pris quelque chose que je croyais négatif et t'en as fait du positif, quoi. »
Franchement, merci, et ça c'est génial. Donc la fin était vraiment bien, et c'est pour ça que j'ai mis 7 et pas seulement 6. Alors que le livre en lui-même, comme je vous dis, c'est du divertissement sans plus. Mais voilà, du coup, maintenant, c'est du divertissement avec plus. Donc je le recommande relativement. Après, comme je vous dis, c'est pas un livre de ouf. C'est pas du tout comme The Witcher ou quoi, qui sont dans mes livres préférés. C'est un livre qu'on oublie assez rapidement, et voilà, c'est juste du divertissement. Mais c'est du divertissement bon, qui prend pas les gens pour des débiles. Et c'est quand même cool. Donc j'en viens au spoil. Alors, la fin de cette histoire. Vous vous demandiez qu'est-ce qui était possible dans le vrai monde d'avoir une vitesse accélérée, des réflexes surhumains, etc. Parce que sinon, de parler comme un ordinateur quand on est humain dans le vrai monde, bah effectivement, c'est que vous êtes autiste. Normalement, dans la vraie vie, c'est ça. Mais un truc qui soit relativement réaliste, mais pas non plus d'actualité en ce moment, malheureusement, eh bien, c'est que ce mec était un robot. Un androïde. Donc, ses réflexes accélérés, etc., c'est juste parce que il était bien fait physiquement. Et c'est ça, justement, qui aura été le truc qui m'a un petit peu dérangé et que je voulais pas vous dire tout à l'heure, c'est que le mec, d'accord, c'est un robot, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut produire un robot qui se déplace comme ça en accéléré, qui fait des esquives de ouf, etc., qui anticipe tes mouvements et qui est capable de tomber du 4e étage sans être cassé et tout ça? Moi, je pense pas. Franchement, tu prends mon aspirateur robot, tu le balances juste du 1er étage, à mon avis, il est déjà cassé. Donc après, d'accord, le mec, il a fait son truc pendant des années et tout. Puis pareil, faire de la chair, etc., qui a l'air totalement réaliste, actuellement, ça n'existe pas. Et on ne sait pas du tout comment faire un truc pareil, à ma connaissance. Parce que on peut faire du silicone ou des trucs comme ça pour remplacer un membre, voilà, mais je pense qu'on remarque que c'est pas de la vraie peau et tout, donc... Le fait que l'héroïne ne remarque rien quand elle le touche et tout ça. Après, je pouvais admettre certaines choses, et celles-ci, je les ai encore à peu près admis. Là où j'étais un petit peu gênée, c'est que quand le fameux Mike se fait tirer dessus un nombre incalculable de fois pour protéger Léa ou autre, il met beaucoup de temps à être cassé, en fait. Il prend des balles, il se met à fumer, parce qu'évidemment, les machines, quand on leur met des balles, elles se mettent toujours à fumer. Alors autant une voiture, ça se met à fumer effectivement si vous lui tirez des balles dans la carrosserie parce que ça chauffe, il y a de l'essence et tout ça. Autant justement si vous prenez un aspirateur robot, un ordinateur ou quoi, vous lui tirez une balle, je pense pas qu'il va fumer. Il va faire des étincelles et puis il va s'arrêter de marcher, c'est tout. Donc vous m'arrêterez ou vous me corrigerez si je me trompe, mais je trouve pas ça réaliste qu'il fume en fait. Je comprends pas pourquoi il fume. Et je comprends pas non plus pourquoi il continue à marcher. Alors autant si tu lui tires dans le bras, dans les jambes, etc. et que ses périphériques, son hardware et tout sont tous dans sa cage thoracique, ok, ou dans sa tête, mais voilà. Autant, après, il prend plein de balles, justement, dans le ventre, dans le dos, dans les côtes, etc. Et le mec, il fume, il continue à tenir debout. Je sais pas, au bout d'un moment, il a protégé les disques durs, les rames et tout, il a protégé avec quoi? Du Kevlar, même ça, je crois qu'à un moment, il tire dessus au fusil à pompe et tout. Je sais pas, mais je suis pas sûre qu'il y ait des matériaux aussi résistants, que ce soit vraiment possible et que le mec ait eu les moyens de les avoir, alors que le truc aussi, c'est qu'au départ, il était censé travailler avec un labo et qu'en fait, finalement, il a quitté le labo parce qu'il voulait pas que son projet soit utilisé à des fins militaires et donc il a fait son robot tout seul dans son coin. Est-ce que c'est possible qu'un mec ait fait ça tout seul dans son coin, avec justement des matériaux de fou comme ça qui résistent à des balles de fusil à pompe? Moi, je suis très mitigée, Et le fait que le robot résiste, et comme par hasard, à la fin, il va agoniser dans un moment tragique où du coup, ça va lui laisser le temps de parler avec l'héroïne et tout. Et en plus, quand il meurt à la fin, il explose. Pourquoi il explose, bordel? Alors, je veux dire, est-ce que c'était une sécurité? Dans ce cas-là, je veux bien, à la limite. Si c'est le père qui avait installé des explosifs dedans, en disant si jamais il marche plus, ça voudra dire qu'on a été attaqué et tout, et ça veut dire qu'il a été pris par des ennemis. Et pour éviter, oui, je pense que c'était peut-être ça l'idée, parce que vu qu'il voulait pas que les autres récupèrent sa technologie pour s'en servir à des fins militaires, et que eux ils voulaient prendre justement le robot pour copier sa technologie, j'imagine que c'est pour ça qu'il a mis une sécurité pour le faire exploser.
Mais est-ce que c'est réaliste que le robot n'ait pas explosé avant avec toutes les balles qu'il a pris ? J'ai du mal à y croire, encore une fois. Ça me paraît pas impossible, mais ça me paraît... je me dis, j'ai beaucoup de suspension de crédulité à faire, ou alors je voudrais savoir comment ça a été fait. Parce que je pourrais peut-être y croire si on m'expliquait comment ça marche, mais là j'ai l'impression qu'on me demande beaucoup d'efforts quand même, de crédulité, et ça m'embête un petit peu tout ça. Et donc le truc que j'ai vraiment aimé, parce que là du coup je vous parlais du point négatif, le point négatif c'est vraiment ça, le robot, il prend super cher et il lui arrive rien, et à un moment il en peut vraiment plus, et là il commence à crever. Et d'ailleurs, quand il agonise, il dit qu'il réoriente ses propres circuits pour arriver à rester conscient, alors qu'il va bientôt plus marcher et qu'il va bientôt être hors service. Là aussi, je sais pas si c'est vraiment réaliste. Après, ça dépend comment le mec l'a codé, mais ça me paraît bizarre que le robot puisse s'endommager lui-même ou nuire à ses propres fonctions juste pour pouvoir parler un petit moment de plus. Après, ouais, c'est possible que le mec ait réussi à faire une fonction comme ça en se disant que ça pourrait servir... Admettons, mais encore une fois, ça fait beaucoup d'admettons, et j'aurais aimé savoir comment c'était fait et tout. J'aurais quand même vraiment apprécié que ce soit plus détaillé, ouais, sur le plan technique, on va dire. Comme un truc justement de science-fiction où on a un petit côté un peu documentaire à côté du côté fictif. Désolée pour la répétition du mot côté. Parce que là, certes, c'était peut-être parce que c'était de la littérature pour adolescents, mais du coup, il y a beaucoup de moments où j'étais trop souvent obligée de me dire admettons, et ça m'a un petit peu contrariée. Voilà, donc on en vient au point positif. Le point positif, donc, c'est que quand Léa veut intervenir pour prévenir son père en lui disant « Ne leur fais pas confiance parce qu'ils ont prévu de te tuer après avoir effectué l'échange », parce que le père était d'accord pour donner son robot en échange du fait de récupérer sa femme qui avait été enlevée. Mais Léa les a entendus dire, en surprenant une conversation pendant qu'elle était cachée dans l'appartement et que les mecs fouillaient pour récupérer des disques durs et tout, elle les a entendus dire ouais c'est quand même dommage de le buter, c'était un génie et tout ça. Donc elle sait qu'ils ont prévu de le buter, donc elle veut le prévenir. Elle y va avec le fameux Maxime, truc que j'ai vraiment adoré, que le Maxime qui était le méchant du début, dont Léa flippait énormément et tout, qu'en fait elle va le voir parce qu'elle est totalement désespérée. En fait elle le croise par hasard dans la rue. Et au départ, elle flippe, elle se dit merde, il va me péter la gueule et tout. Et lui, il lui dit bah non, moi je casse pas la gueule aux filles, je casserai la gueule à ton Mike quand il reviendra en cours. Et en fait, comme elle est complètement désespérée à ce moment-là et qu'elle a aucune aide et elle sait qu'elle peut pas arriver toute seule à sauver Mike et son père, enfin surtout son père sur le moment, parce qu'elle se dit Mike c'est un robot, on m'a menti, tout ça. Donc sur le moment, lui, elle est pas trop en kiff sur lui. Hein. Elle veut surtout sauver ses parents. Et donc elle demande de l'aide à Maxime, et Maxime il est en mode ouais ok, ça a l'air fun, il y a des mecs qui se tirent dessus, il y a de l'action et tout. En gros lui il vit à l'adrénaline, il adore se battre et tout ça, mais du coup il adore aussi se mettre dans des situations comme ça, donc il va avec elle et donc il l'aide et ils se battent contre les connards qui veulent transformer les robots en armes militaires. Et donc pendant ce moment, au départ, évidemment, il y a les fameuses lois d'Asimov. Donc Mike, il est censé n'avoir pas du tout le droit d'attaquer les humains. Enfin, il peut pas le faire. Et d'ailleurs, quand Maxime et tout essayaient de lui casser la gueule, il faisait que esquiver. Et donc au début, même quand les bandits et tout essayaient de... Enfin, les bandits. Je sais pas si on peut dire des bandits. Les mecs de la société qui voulaient... Mais c'est trop long comme périphrase, donc ça m'emmerde de pas avoir de mots plus courts pour les définir. Hein. Je pense qu'on va finir par dire les méchants, même si ça va rendre le truc cliché, je suis désolée. Enfin voilà, les hommes de main de cette société capitaliste dégueulasse veulent choper donc le robot. Au départ, il fait qu'esquiver et prendre des balles pour protéger Léa et son père. Et en fait, à un moment, les mecs vont vouloir buter Léa parce qu'elle commence à les saouler, vu que Maxime en a quand même assommé plusieurs et il en a peut-être buté un. Oui, je crois qu'il a pris l'arme d'un des mecs et qu'il a quand même tiré sur un autre. Donc voilà, et puis Léa, elle les a déconcentrés plusieurs fois. Je sais plus si elle leur a tapé dessus ou quoi, mais moi, elle s'en est mêlée aussi. Donc ça commence à les emmerder, donc ils disent allez, butez-les et on se casse. Et au moment où ils ont vraiment décidé de buter Léa, Mike va outrepasser sa programmation et attaquer les mecs alors qu'il n'était pas censé pouvoir le faire, et tous les défoncer, et donc sauver Léa avant de crever. Donc sur le moment, Léa dit oh là là, voilà, et même lui-même il lui dit parce qu'elle lui dit mais comment ça se fait, je croyais que tu pouvais pas attaquer les humains, et il lui fait moi aussi je croyais, mais sur le moment je sais pas ce qui m'a pris, j'ai senti que je pouvais le faire et je l'ai fait, et voilà,
Et donc il meurt et elle se dit mais voilà, il a outrepassé sa programmation pour moi. De toute façon, moi je pouvais pas croire que tout ça c'était que des données. Son petit sourire, tout ça, ça pouvait pas être faux. C'est quand même une vraie personne. Moi j'avais développé une relation avec lui, je tiens à lui, je veux le revoir et tout. Et il y a Maxime qui lui dit bah tiens, avant qu'il explose, j'ai réussi à prendre son disque dur, donc bah tu pourras peut-être le retrouver. Et donc elle se dit ouais bah plus tard je vais devenir informaticienne, je vais prendre le disque dur, je vais recréer Mike et comme ça je vais le retrouver et avec tous ses souvenirs de ce qu'on aura vécu, etc. Et donc elle se dit bah maintenant j'ai un but dans la vie, je vais programmer et tout. Et donc moi j'étais en mode super, la fin bisounours, on nous a tanné avec le fait qu'il pouvait pas outrepasser sa programmation, jusqu'ici il se comportait vraiment comme un robot et voilà, et soudainement il a dépassé sa programmation, il y a eu des émotions, putain, je suis dégoûtée, j'ai l'impression qu'on m'a arnaqué, qu'on m'a montré un grand gâteau au chocolat et que dedans il y avait qu'est-ce que j'aime pas et qu'il soit pas, parce que j'allais dire du caca mais c'était un peu exagéré, il y avait du fromage. Donc voilà, alors je me dis oh non c'est horrible, pourquoi on me fait ça et tout. Et en fait, dans l'épilogue, il y a Léa qui surprend une conversation du père qui parle à sa femme, qui lui dit en fait, parce qu'elle lui dit mais comment ça se fait que ton robot il a attaqué des humains, c'est quand même pas normal. Puis toi, d'habitude, quand il y a un bug ou un truc qui va pas, t'es complètement alarmé, tu veux tout de suite le corriger et tout. Et là, t'as fait ah oui, c'était un bug, ok, et t'es passé à l'étape suivante. Je te crois pas du tout. Il y a des choses que tu nous dis pas. Et lui, il fait ouais bah oui, en fait. Effectivement, je l'avais programmé pour qu'il puisse être violent seulement si Léa était en danger de mort et si c'était pour la sauver. Mais bon, lui dis pas parce qu'elle a besoin de croire qu'il a développé des sentiments pour elle et qu'il était quand même humain. Et je pense qu'à son âge, c'est quand même mieux si elle croit ça et tout. Puis elle le vivra mieux, etc. Et donc Léa, elle a entendu, elle est en mode ouais, c'est ça, prends-moi pour une débile, putain. Et du coup, j'étais en mode ah putain, ouais, c'est trop bien, c'est trop fort d'avoir fait ça. Que en fait, et d'ailleurs, c'est totalement crédible pour le coup. Parce que c'est bien gentil de dire il a jamais le droit d'attaquer les humains, mais en fin de compte, nous-mêmes, si on est en danger de mort, on se défend. Et autant de dire ouais, les humains pourront accepter les androïdes que si ils peuvent pas du tout leur faire du mal. Je trouve que c'est bien intolérant de la part des humains si c'est vrai, parce que n'importe qui, pour moi, tout être vivant a au moins le droit de se défendre pour survivre, quoi. Et de défendre ceux qu'il aime. Donc merde, au bout d'un moment. Franchement, après, le problème c'est que la notion de défense peut être relative et que des gens peuvent se sentir agressés alors que c'était pas le cas. Mais je pense que les androïdes arriveront mieux à discerner et à discriminer les situations potentiellement gênantes. En tout cas, si les IA sont suffisamment améliorées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais en tout cas, dans le potentiel, elles pourront largement faire mieux que ce que les humains font actuellement. Donc je pense qu'on pourrait peut-être... on verra bien quand on pourra leur faire confiance et quand ce sera le cas, elles seront meilleures que nous et... Il faudra pas s'inquiéter de savoir s'ils vont être violents de manière injustifiée, parce que je pense que ce sera pas le cas. Donc, merde, au bout d'un moment, je pense que les robots ont le droit de se préserver comme tous les êtres vivants. Et merde. Après, vous allez peut-être me dire que c'est un peu trop, justement, une pensée d'être vivant de... Je peux même pas dire humaine, parce que, pour le coup, c'est toutes les formes de vie qui essayent de se préserver. Enfin, en tout cas... celle qu'on connaît actuellement, je pense. La majorité, en tout cas les êtres sentients, comme disent les véganes, tous ceux qui ressentent la douleur, etc., c'est pour s'en prémunir, donc c'est pour se préserver. Après, voilà, peut-être que d'une certaine manière, les robots pourraient aussi tirer du positif, ou au moins une richesse différente de pas avoir ce besoin de se préserver. Donc peut-être que ça pourrait leur donner des qualités en plus, de pas avoir ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue... moi, en tout cas, de mon point de vue et de ma manière d'avoir de l'empathie, je trouve ça terriblement cruel et injuste d'obliger les robots à ne pas se préserver pour que les humains se disent c'est bon, vu qu'on peut les démolir, c'est bon, on va pas le faire. Bande de connards, quoi. Vous pouvez pas aussi juste respecter la différence et faire un peu confiance aux choses, quoi. Enfin bon. ça me saoule, mais... Après, tout dépend comment c'est fait, et c'est relatif et c'est compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment habile de la part de cet auteur de nous faire croire que la fin allait être cliché, cucu, bisounours, pas crédible, pour en fait, après coup, nous dire que le père a fait en sorte que sa fille croit ça, parce que justement, c'est sa fille, c'est son enfant, et c'est un peu comme dans The Witcher avec Jaskier, les contes et compagnie. Il se dit que c'est mieux pour elle si elle croit ça, plutôt que si elle est confrontée à la dure réalité de la vie, où effectivement les robots n'ont pas d'émotion, et elle s'est attachée à quelque chose avec qui c'était pas réciproque. Mais encore une fois, moi je considère que ce qui compte c'est les faits,
et que l'âme, les émotions, tout ça c'est abstrait, donc ça n'existe pas réellement. Alors les émotions, ça existe en tant qu'hormones et réactions chimiques dans notre cerveau, etc. Bien sûr que oui, hein. Mais un robot, si on lui met une programmation appropriée, il peut avoir exactement l'équivalent. Donc pour moi, un robot, il a des émotions, si on le programme pour. Effectivement, actuellement, aucun robot n'a des émotions. Quand je parle à mon aspirateur robot, je le fais pour mon plaisir à moi, et si j'ai de l'empathie pour lui, c'est juste par réflexe, parce que j'ai tendance à avoir de l'empathie pour tout et n'importe quoi, parce que je fais pas la discrimination entre les êtres vivants et les êtres pas vivants, mais c'est pour mon plaisir à moi, et je peux pas dire réellement que c'est pour lui et que ça lui apporte quelque chose. Je sais bien que c'est pas le cas. Mais voilà, si on met aux robots en eux des équivalents des émotions, pour moi, il y aura pas à considérer qu'elles sont inférieures en quoi que ce soit à celles des humains. Et d'ailleurs, si tu mets dans les robots, s'ils sont programmés par des humains, et que du coup les robots deviennent des versions idéalisées de ce que devrait être un humain, ils seront probablement plus purs, plus innocents, plus moraux, etc. que ce que les humains sont actuellement. Donc au bout d'un moment, il faudra peut-être apprendre à les respecter et à pas dire oui, sous prétexte que c'est une machine, il ressent rien, il a pas d'âme et j'accorde pas d'importance à ce qu'il fait pour moi. Pour moi, je suis désolée, si, tout ce qu'on fait pour nous, c'est les actes qui comptent. Moi, mon ordinateur, je dis pas qu'il m'aime, hein, mais en tout cas, le fait qu'il fasse ce que je veux, je lui en suis reconnaissante et je l'aime en retour, et je vais pas dire bah non, c'est normal, c'est une machine. Bah non, pour moi, c'est pas normal, il y a rien qui est normal, il y a rien qui va de soi, il fait ce que je veux, il est très gentil, et je l'aime en retour, et je trouve ça normal, et ça me dérange pas qu'il m'aime pas en retour de la même manière que je l'aime. Après, vous avez peut-être trouvé ça très bizarre ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, et du coup, pour moi, ça va totalement de soi que si on crée une machine humanoïde avec des équivalents d'émotions et de pensée, etc., bah, je la considérerais comme un humain, quoi. Enfin, je la considérerais comme n'importe qui, avec qui je... Enfin, ni plus ni moins, après, ça sera en fonction de la relation que je développe avec, mais ouais, ça sera totalement en fonction de ce qui se passe entre nous, et pas du tout en fonction de sa nature. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, les androïdes... je les aime bien, voilà, cœur sur les androïdes. Et donc, cette fin était tout à fait intelligente, et j'ai trouvé ce roman tout à fait sympathique. Donc, je le recommande sans plus, mais sans moins. Enfin si, je le recommande avec un petit plus, mais pas en vous disant c'est un des meilleurs livres de ma vie, lisez-le, vous allez trouver ça génial, etc. Non, c'est juste sympa. Mais c'est vraiment sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut!